Université d'été de l'animal 2020. L'or vert, quand les plantes inspirent l'innovation. Une conférence d'Agnès Guillot. Présentation, Yolène Delabigne. Donc Agnès Guillot, je reprends. Donc il y a des solutions inspirantes uniquement chez les animaux, parce que c'est vrai que les animaux, on se rend compte que par rapport aux plantes, ils sont comme nous, ils ont la chance de pouvoir se déplacer, de pouvoir fuir les problèmes, donc on se branche surtout sur la locomotion. Voilà, alors merci Yolène de ne pas avoir dit les plantes sont immobiles. Non, elles sont mobiles, je vais vous le montrer tout à l'heure, les plantes n'arrêtent pas de bouger, mais elles ne peuvent pas se déplacer effectivement. Et donc c'est ça qui est intéressant d'étudier chez les animaux. Il y a bien d'autres sujets de bio-inspiration chez les animaux, vous l'imaginez. Mais là, je n'ai concentré les exemples que sur la locomotion. Alors effectivement, contrairement aux plantes, c'est une hypothèse qui a été émise par un professeur italien qui étudie les plantes et qui dit, mais finalement, les animaux ne résolvent pas les problèmes, ils les fuient. Ils peuvent les fuir. Quand ils ne trouvent pas d'alimentation à un endroit, ils vont ailleurs la chercher. Quand ils ne trouvent pas un partenaire sexuel, ils vont ailleurs le chercher, etc. etc. Donc nous n'arrêtons pas de fuir les problèmes. Et c'est comme ça que nous nous sommes adaptés. Pour ça, il faut des muscles. La gravité en est quelque chose. Il faut vraiment des muscles pour pouvoir se déplacer dans toutes les situations. Et c'est pour ça que sur Terre, dans l'air, dans les mers, il y a toutes les sortes de locomotion possibles. Alors je ne vais vous montrer ces exemples que sur les robots, parce que je suis spécialiste de robotique bio-inspirée, comme on dit, c'est-à-dire des robots inspirés des animaux. Et c'est pour ça que voilà, j'ai été dans mon penchant naturel de la robotique. Mais j'ai intitulé ce chapitre concevoir des locomotions tout-terrain, parce qu'il y a quand même des retombées assez intéressantes. Alors, attendez, alors je vais aller un petit peu en arrière. Voilà. Donc, vous avez ici un robot cafard, parce que les cafards sont extrêmement intéressant du point de vue de la locomotion, parce que c'est une locomotion la plus stable sur 6 pattes, la plus stable de la Terre. C'est une locomotion qui sont dites tripodes, parce qu'en fait, les cafards remuent les pattes de façon asymétrique, et c'est celle qui est la plus robuste. Donc là, vous ne voyez pas, mais vous pourriez deviner un petit robot cafard auquel on a mis des stabilisateurs, parce qu'il va tellement vite qu'il peut s'envoler. Alors un cafard, ça va à 59 fois sa taille par seconde. Si on applique ça à un homme de 1,80 m, ce qu'on ne fera pas évidemment, ça représente 300 km/h. Donc c'est quand même assez considérable, et ces robots cafards sont assez intéressants parce qu'ils peuvent aller dans les infractuosités des tremblements de terre pour essayer de rechercher des victimes, parce qu'on peut leur mettre des petites caméras, et donc assez intéressant. Mais si vous voulez, toutes ces recherches que je montre ici, il y aura des applications. Mais nous faisons ça pour ce qu'on appelle la recherche fondamentale, c'est-à-dire qu'on veut comprendre comment fonctionnent les animaux, comment les animaux sont autonomes dans tout leur comportement. C'est ça, les recherches fondamentales en robotique dite bio-inspirée, et très souvent, ces recherches en font partie. Alors, pour ce qui est de la mer, évidemment, les poissons sont extrêmement rapides. Le thon, c'est un des poissons les plus rapides et qui fait des virages à 90 degrés d'une manière extrêmement véloce. Le problème, c'est quand on essaye de faire des robots de ce type-là, on n'y arrive pas, ils vont pas vite. Pourquoi ça intéresserait tout le monde? C'est parce que les sous-marins pourraient tourner beaucoup plus rapidement, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc on essaye de trouver la solution pour que ces sous-marins virent beaucoup plus rapidement. Donc voilà, la robotique, ça ne marche pas, et puis même les logiciels, ça ne marche pas très bien. En revanche, quand on fait un robot Raymanta, eh bien, ces systèmes sont très souples, très adaptatifs. Ils font des virages
très très aigu, et ça donne quand même des idées pour de futurs systèmes de transport. Évidemment, on va peut-être pas mettre ces espèces de nageoires aux sous-marins, mais on peut quand même essayer de trouver des problèmes de transport, des systèmes de transport qui ressemblent un petit peu à ça. Est-ce que c'est le fait qu'il soit plat, que la manta soit plate par rapport à d'autres poissons Oui, et puis je pense que c'est parce que la friction de l'eau est beaucoup moins forte que sur des systèmes même hydrodynamiques, comme on dit, et c'est ça qui fait, c'est vraiment l'adaptabilité de tout le système qui rend tout l'ensemble très, très souple et très rapide dans l'eau. Alors vous voyez ici un robot serpent, parce que la reptation est assez intéressante, parce que en fait on peut même avec ces systèmes robotiques avoir une idée de l'évolution, comment ont évolué les serpents, est-ce qu'ils ont besoin de tout leur système, leurs vertèbres et toute leur colonne vertébrale pour faire cette reptation. Non, on s'est aperçu que le système était beaucoup plus simple que ça, et c'est grâce à la robotique qu'on l'a découvert. Et évidemment, les robots serpents peuvent aussi être très intéressants dans les catastrophes pour rechercher des victimes. On dit ça très souvent, effectivement, c'est peut-être aussi pour avoir des projets aussi un petit peu lucratifs, mais ça peut quand même, et je crois qu'il y en a qui ont quand même servi à ça. Bien évidemment, il y a des robots volants, les drones. Alors là, vous voyez le plus petit drone, il doit y en avoir d'autres d'ailleurs. Enfin, vous voyez, il pèse 30 grammes. Il a 3 cm d'envergure, et ils appellent ça le robot bee, le robot abeille. C'est simplement pour vérifier comment est-ce qu'on peut stabiliser un drone, parce qu'évidemment, les drones les plus légers sont les plus intéressants, parce qu'ils peuvent être moins dangereux, bien entendu, mais au moindre courant d'air, ils volent là où vous ne voulez pas qu'il aille. Donc, il y a vraiment des études très poussées pour essayer de le stabiliser au maximum, et là aussi, il s'inspire des insectes pour ce genre de choses. On dit qu'en Chine, ils utilisent déjà des robots abeilles pour polliniser, c'est vrai ça Ils ont essayé, écoutez, ouais, mais là aussi c'est un des projets. Finalement, non, c'est un faux problème. On n'arrivera jamais à polliniser tous les amandiers en Californie. Ils ont aussi énormément de problèmes. Ils veulent effectivement faire ces robots abeilles pour polliniser. Non. Et en fait, malheureusement, ce qu'ils font, c'est qu'ils recrutent des gens qui grimpent aux arbres et qui pollinisent avec un petit pinceau à la main toutes les fleurs. Et il n'y a que ça qui marche. Mais c'est une catastrophe, parce que les abeilles ayant disparu, pour la plupart, ils sont bien obligés de pallier ce manque de pollinisateurs. Et ça, c'est vraiment comme quoi triste. Parfois l'animal n'est pas remplaçable. Eh oui. Exactement, et celui-là. Alors voilà le robot guépard, c'est un robot qui est complètement autonome. Vous voyez qu'on lui présente des obstacles qu'il ne connaît pas, il arrive à sauter au dernier moment, parce qu'il a évidemment toutes les senseurs, comme on dit, pour pouvoir contrôler ses actionneurs avec ses senseurs, avec tout ce qui lui arrive à la seconde près. Et il est inspiré de la morphologie du guépard, il s'appelle Cheetah bien évidemment, pour essayer d'aller le plus vite possible. Ça, c'est une application militaire. Alors vous voyez là aussi, c'est un robot qui est complètement autonome. Mais quand on dit complètement autonome, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a au bas mot 45 minutes d'autonomie. Donc si vous ne le mettez pas à côté d'une prise électrique, il ne sert plus à rien. Et comme la plupart des robots, quand on vous dit un robot autonome, oui, mais quand il a suffisamment d'énergie, parce qu'il n'y a pas de robot, s'il y en a un à Bristol, qui essaye d'attraper lui-même des mouches pour les mettre dans une petite des piles bactériennes pour pouvoir faire sa propre énergie. Mais il ne va pas très vite quand même. Mais sinon, les robots ne mangent pas et ne font pas son énergie comme les animaux et les plantes. Un dernier animal, c'est nous sommes des animaux tout de même. Alors là, c'est le dernier produit
de Boston Dynamics, c'est une entreprise aux USA. Il y a pas d'homme dedans, hein. Il est aussi complètement autonome. Hein. Et ça, c'est quand même un prodige d'équilibre. Hein. Il faut bien le reconnaître parce que il ne se casse pas la figure. Il retombe sur ses pattes. C'est donc un androïde, comme on dit, qui fait des tas de cabrioles absolument extraordinaires. Et c'est pour montrer vraiment la virtuosité des ingénieurs américains. Ça, il faut bien le reconnaître. À quoi tout ça peut servir ? Eh bien, comme je vous ai dit, des applications de sauvetage, des applications industrielles, des applications militaires, mais c'est aussi une source extraordinaire pour perfectionner les prothèses humaines, c'est-à-dire que maintenant il y a des jambes artificielles intelligentes, comme on dit, des mains et des bras artificiels intelligents, c'est-à-dire que vous les branchez à soit des muscles, soit à des nerfs s'il en reste, et la prothèse s'adapte et apprend comment se comporter en fonction des ordres mentaux que vous lui donnez, enfin des ordres comme celui que vous donnez pour agiter votre bras, bien entendu. Et donc là, vraiment, tous ces robots sont très utiles pour essayer de perfectionner ces prothèses. Et là, vous voyez donc un ingénieur, à 17 ans, il a été amputé des 2 jambes, et voilà, maintenant il est à la tête d'une grande entreprise de prothèses intelligentes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres animaux qui inspirent les ingénieurs et les chercheurs pour Oui, les robots ? Alors là, je vais vous renvoyer à notre précédent livre qui s'appelle Poulpe Fiction et qui est publié chez Duno. Je me demande s'il n'est pas au pilon déjà, celui-là. Mais enfin, bon, peut-être que vous pouvez le trouver sur Internet. Voilà, pour les gens qui en seraient débarrassés. Et est-ce que les ingénieurs d'abord cherchent quelque chose et à partir de là ils vont trouver un animal, ou est-ce qu'ils sont fascinés par un animal et à partir de cet animal ils vont trouver une application, genre la fourmi est géniale, tiens j'ai envie de créer une robot fourmi et après je vais trouver qu'en faire. Il y a les deux en fait. Là, ce qu'on peut dire pour le TGV japonais, le Shinkansen, c'est un ingénieur de ce TGV-là qui se demandait comment réduire le bruit que faisait leur TGV quand il rentrait dans un tunnel, et pour essayer d'empêcher les douleurs auriculaires qu'avaient les passagers, parce que les oreilles étaient bouchées vraiment très fortement, parce que les Shinkansen vont très très vite. Et comme il était ornithologue à ses heures perdues, il s'est dit tiens, mais le martin pêcheur, il fait la même chose. Il va dans des produits qui sont pas sous la même pression, c'est-à-dire l'air et l'eau. Et donc, il s'est dit peut-être qu'en adoptant le nez du martin pêcheur très pointu, je pourrais réduire ces frictions entre le TGV quand il sort d'un tunnel. C'est ce qui s'est passé. Effectivement, il a considérablement réduit et même quasiment annulé tous les désagréments. Et voilà, donc c'est pour ça que ce biomimétisme, cette bioinspiration est quand même assez célèbre. Mais d'un autre côté, vous voyez comme ça les fourmis qui arrivent à trouver le plus court chemin pour rechercher la nourriture de leur fourmilière à l'endroit où une a trouvé de la nourriture. Et c'est comme ça qu'on a fait des algorithmes d'optimisation du chemin le plus court qui sert à optimiser les réseaux téléphoniques partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle l'algorithme fourmi, qui a été inspiré par les fourmis, qui a peut-être été vu comme ça par hasard par quelqu'un.